Tout le monde en parle tout le temps, que ce soit pour dire la croissance ralentit, la croissance repart, ou encore parler de croissance verte. C'est devenu un mot magique de l'économie, mais derrière ce mot, il y a un vrai concept parfois mal compris. Aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre ce qu'est vraiment la croissance économique, d'où elle vient, pourquoi elle est vitale. La croissance économique, c'est l'augmentation durable de la production de richesses dans un pays. En clair, quand une économie produit plus de biens et de services qu'avant. On la mesure avec le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées qui sont créées par les entreprises, les administrations, les associations, bref, tout ce qui produit quelque chose sur le territoire. Si le PIB augmente de 2% sur un an, on dit que la croissance est de 2%. Si le PIB baisse, on parle d'une récession. Mais attention, la croissance n'est pas qu'un chiffre, elle reflète une dynamique, plus de revenus, plus d'emplois, plus d'échanges. Et sur le long terme, c'est elle qui a permis d'améliorer la santé, l'éducation ou encore le niveau de vie. En France, par exemple, le PIB a été multiplié par 6 depuis 1960. Les logements sont mieux équipés, l'espérance de vie a augmenté, le confort matériel s'est généralisé, etc., etc. En bref, la croissance a profondément transformé la société. La croissance, elle ne tombe pas du ciel. Elle repose sur trois moteurs: le travail, le capital et la productivité. Le premier moteur, le travail. Si une économie compte plus de travailleurs ou si ces travailleurs sont mieux formés, elle va produire davantage. L'éducation et la santé sont donc des facteurs de croissance. Elles améliorent la qualité du travail. Le deuxième moteur, c'est le capital. Le capital, c'est tout ce qu'on utilise pour produire des machines, des bâtiments, logiciels, robots, etc., etc. Plus une entreprise investit, plus elle peut produire. Et le troisième moteur, c'est la productivité. C'est la capacité à produire plus avec les mêmes ressources. Autrement dit, à être plus efficace. Cette productivité, elle dépend surtout du progrès technique, les innovations, la recherche, la technologie. Quand une nouvelle invention permet de faire mieux ou plus vite, la productivité, elle augmente. Un petit exemple, dans les années 50, il fallait plusieurs dizaines d'ouvriers pour fabriquer une voiture. Aujourd'hui, avec les robots, les logiciels, une usine produit 10 fois plus de voitures avec 10 fois moins de main-d'œuvre. C'est du progrès technique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croissance intensive. On ne produit pas plus parce qu'on travaille plus, mais parce qu'on travaille mieux. Mais d'où vient ce progrès technique? C'est là qu'interviennent les déterminants de la croissance. D'abord, l'investissement. Les entreprises qui investissent en machines, en formation ou en recherche et développement nourrissent le progrès technique. Apple, par exemple, consacre plus de 20 milliards de dollars par an en recherche et développement, ce qu'on appelle la R&D. C'est ce qui lui permet de rester innovante et donc compétitive. Ensuite, on a le capital humain. Un pays qui éduque bien sa population investit dans l'avenir. Les travailleurs formés innovent plus, gèrent mieux la technologie et s'adaptent plus vite au changement. Le troisième facteur, ça va être les institutions. C'est un mot un peu abstrait, mais essentiel. Des institutions solides, justice, stabilité politique, respect du droit de propriété, vont donner confiance aux investisseurs. Sans cadre clair, personne ne prend de risques économiques. C'est d'ailleurs une des grandes différences entre les pays développés et certains pays pauvres, la qualité des institutions. Quand la corruption domine ou que la loi n'est pas respectée, les investissements s'effondrent parce que les investisseurs ont peur, il y a trop de risques. Enfin, il y a la dynamique de marché. La concurrence pousse les entreprises à innover pour ne pas se faire dépasser. C'est aussi un moteur du progrès. En économie, on distingue deux grands types de croissance. La croissance extensive, quand on produit plus parce qu'on mobilise plus de ressources, plus de travailleurs, plus de capital, plus de terres, etc., etc. C'est la croissance des pays en développement. Ensuite, on a la croissance intensive, quand on produit plus grâce à de meilleurs procédés, à l'innovation et à la technologie. C'est la croissance des économies avancées. L'Europe, par exemple, ne peut plus beaucoup augmenter sa population active. Donc, elle dépend du progrès technique pour croître.
En revanche, un pays émergent comme l'Inde peut encore compter sur une main-d'œuvre jeune et abondante pour accélérer sa croissance. La croissance a des effets puissants sur la société. Elle permet de créer des emplois, augmenter les revenus, financer les services publics et réduire la pauvreté. Par exemple, la Chine a connu une croissance moyenne d'environ 9% par an entre 1980 et 2015. Résultat, plus de 700 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. En parallèle, les États ont pu investir dans les infrastructures, les hôpitaux et l'éducation. C'est la base du développement économique. Mais comme souvent, il y a aussi l'envers du décor, les limites et les risques de la croissance. D'abord, les limites environnementales. Produire toujours plus, c'est consommer toujours plus de ressources, énergie, terre, eau, et le modèle industriel actuel repose encore majoritairement sur les énergies fossiles. Résultat, réchauffement climatique, pollution et perte de biodiversité. Bref, la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas soutenable sur le long terme. Ensuite, les limites sociales. La croissance ne profite pas de la même manière à tout le monde. Dans certains pays, une partie de la population voit ses revenus stagner alors que les plus riches s'enrichissent. C'est ce qu'on appelle la hausse des inégalités. Enfin, les limites économiques. À mesure qu'un pays se développe, il devient plus difficile de maintenir un rythme élevé de croissance. On appelle ça la maturité. Les infrastructures sont déjà en place, les gains de productivité ralentissent. On parle alors de croissance potentielle, le rythme maximum qu'une économie peut atteindre sans déséquilibre. C'est ce qui explique pourquoi la Chine, après des décennies à 9%, tourne aujourd'hui autour de 4 et 5%. C'est normal, son économie mûrit. Alors, comment concilier croissance et environnement? C'est le grand défi du 21e siècle. Beaucoup d'économistes parlent aujourd'hui de croissance verte. L'idée, c'est de découpler la création de richesses de la destruction de la planète. Produire, mais en polluant moins. Concrètement, ça passe par l'innovation. Énergie renouvelable, voitures électriques, recyclage, agriculture plus durable. C'est aussi ce qu'on appelle la croissance soutenable. Mais certains estiment que ce découplage est une illusion, que la consommation finira toujours par rattraper l'efficacité, et qu'il faut aller plus loin vers la décroissance, produire moins, mais mieux. Réduire notre empreinte écologique, même si cela implique moins de croissance du PIB. En réalité, le débat reste ouvert, entre nécessité de préserver la planète et celle de maintenir le niveau de vie et l'emploi. Pour conclure, la croissance économique, c'est le moteur du monde moderne. Elle a sorti des milliards d'humains de la pauvreté, transformé nos sociétés et permis d'immenses progrès. Mais elle repose sur un équilibre fragile, celui entre prospérité et soutenabilité. Comprendre la croissance, c'est pas seulement étudier un chiffre ou une courbe, c'est comprendre comment un pays avance et quelles sont les limites de ce mouvement. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a été utile.